RMC, le grand oral des grandes gueules. Le romancier, essayiste, dramaturge, réalisateur François Bégodeau dans le grand oral des GG. Bonjour. Bonjour. Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. François Bégodeau, bonjour. C'est un livre provocateur parce qu'en fait, vous le dites, vous voulez expliquer avec ce livre les raisons pour lesquelles vous et d'autres, vous avez décidé de ne pas choisir entre Macron et Marine Le Pen le soir du second tour. Le livre part de là, mais c'est pas son objet. Il part de ça. Il part de cette question qui personnellement m'intéresse pas et dont je considère qu'elle a pris beaucoup trop de place sur la scène des débats depuis 30-40 ans en fait. Voteras-tu contre ou pas contre le Front National? C'est une question que je trouve très pauvre intellectuellement. Donc je pars de là pour essayer de formuler la question que moi j'aimerais qu'on pose, à savoir à quoi est-ce qu'on a affaire dans la situation dans laquelle nous vivons tous, par exemple celle de la France en ce moment. Est-ce qu'on a affaire au fascisme? Est-ce que c'est ça qui vous pose des problèmes tous les jours aux uns à vous, les uns les autres, moi-même? Ou est-ce que c'est au libéralisme, par exemple? On peut l'appeler de plein d'autres mots. C'est tout ce que je dis. Et donc, du coup, j'en viens à parler de ce qui me paraît en ce moment la force efficiente, celle qui gouverne nos vies, à savoir le capital, le libéralisme, les forces de l'argent, des gouvernements au service des forces de l'argent, et ce que je regroupe sous le terme de bourgeoisie. C'est un livre sur la bourgeoisie qui est toujours au pouvoir. Dans un pays qui est sans doute le plus redistributif au monde, dans un pays où l'État-providence, même si il fonctionne sans doute moins bien aujourd'hui que du temps des 30 Glorieuses, mais est quand même là, toujours là, avec beaucoup d'impôts, beaucoup de dépenses publiques, et vous dites le problème en France, c'est le libéralisme? Mais quels sont... Est-ce que factuellement c'est vrai en fait? Tout simplement cette affirmation. Alors prenons l'exemple d'une employée de ménage. Elle travaille dans un hôtel. À quoi est-ce qu'elle a affaire quotidiennement? Elle a affaire à un employeur, d'accord? Lequel employeur est souvent d'ailleurs un sous-traitant d'un plus gros donneur d'ordre. Si on regarde, si on suit la chaîne de l'hôtellerie, faut étudier les choses, faut enquêter. Où est le pouvoir? Et puis il faut suivre l'argent, comme disaient les marxistes à l'époque. Essaie de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. Donc nous voyons que des employés sont en permanence pressurisés parce qu'il y a des injonctions à être pressurisés, à travailler toujours plus pour moins d'argent, en moins d'heures possible. Pourquoi? Parce que travailler toujours au plus. sommet de la pyramide, il y a les actionnaires qui font toujours pression pour avoir de plus en plus de dividendes. Donc c'est des choses très concrètes, ça. Après, vous pouvez me dire la redistribution. Basique, oui. Je suis bien d'accord pour dire on est un État plutôt redistributeur grâce aux luttes passées qui ont arraché ça. Il y a des luttes qui ont arraché ça. C'est pas les dominants. Non, mais on adore se présenter comme être dans un pays ultra-libéral alors qu'on est un pays au contraire où l'État est partout. On est souvent mal d'ailleurs, c'est ça le problème. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes contemporaines travaillent que les forces macroniennes actuelles travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Vous le savez bien quand même. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco, qui s'appelle Crépuscule, et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. C'est un militant, mais je veux dire, ne renversez pas le propos. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un suffrage tout à fait biaisé à plein d'égards. Si vous n'y participez pas, c'est sûr, déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres... Oui, je laisse les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. Pourquoi? Vous votez plus depuis 2005? Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu à somme nulle. Je constate, je suis quand même assez vieux maintenant, donc j'en ai vu des élections présidentielles, entre autres, puisque c'est ça le fleuron de la démocratie, c'est l'élection présidentielle. Moi, je considère que c'est la lie de la politique, l'élection présidentielle, c'est ce qui nous rend tous médiocres. Ça tire tous les débats vers le bas, et c'est jamais qu'une espèce de compétition sportive qui est glosée d'ailleurs souvent avec énormément de métaphores sportives, ce qui n'est pas étonnant. Et après d'ailleurs les gens sont souvent déçus puisque celui qui est élu devient très vite impopulaire. C'est une machine à créer de la déception, on le sait bien. Alors moi ça m'a déçu 1, 2, 3 fois, mais en général j'aime pas être déçu trop longtemps, donc j'ai arrêté, je me suis sorti du jeu et j'invite tout le monde à faire comme moi, et c'est ça qui pourra peut-être créer un chamboulement intéressant. Marianne Soubré.
Ah non, moi j'ai été passionnée par ce livre en fait. Histoire de ta bêtise, donc il parle de moi, hein, ce livre, enfin de moi à mon avis. T'es senti interpellé. Bah oui, évidemment, enfin parce que alors, je prends la 4e de couverture et vous dites si vous répondez oui à une ou si tu réponds oui à une de ces questions, forcément ce livre parle de Alors toi. donne quelques questions parce que. Ben, tu m'en par as pas dit. exemple, tu votes au 2e tour pour faire barrage au Front National. Et effectivement, ce que j'ai Tu redoutes les énorme- populismes. voilà, tu mets dans la même phrase repli sur soi et communautarisme, des choses comme ça où effectivement il y a une déconstruction et c'est ça qui est extrêmement brillant. C'est un biais, vous avez, voilà, il y a un biais de pensée qui est parfois un peu excessif, mais qui m'a permis à moi de me rendre compte qu'effectivement on est une pensée et d'ailleurs on me le reproche parfois. Je donne une pensée peut-être un peu prémâchée, ça m'a fait un peu de la peine, mais je vous rejoins sur certains aspects et surtout que finalement il y a une pensée dominante qui aujourd'hui empêche les autres de s'exprimer. Nous sommes des bourgeois, nous sommes assis sur nos privilèges et quelque part ça nous ennuie un peu si les autres nous bousculent. Donc merci pour ça. Merci pour ça parce que ça fait plaisir tout d'un coup ouais, mais bien sûr, c'est vachement intéressant. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles à un moment vous dites par exemple que des gens comme moi, ce qu'on appelle une bobo, hein, enfin je veux dire, je suis un peu le portrait robot malheureusement. On dit qu'on est nuancé parce que vous dites, vous avez le privilège de pouvoir avoir de la nuance. Il y a des gens qui, eux, doivent avoir une pensée radicale parce qu'il faut que leurs idées portent. Mais je pense que ma nuance aussi peut permettre de faire avancer les choses. Il y a un moment, vous voyez, quand vous dites nous sommes des héritiers, parce que ce qui est aussi la base du livre, c'est que les héritiers se cooptent et nous sommes héritiers soit d'argent, donc vous êtes absolument contre l'héritage, c'est ce que j'ai compris au niveau, on va dire, capitaliste du terme, mais je suis moi plus héritière peut-être de codes sociaux. Beaucoup plus que d'argent. C'est ce que Bourdieu appelait le capital symbolique. Absolument. Il distinguait entre le capital réel et le capital symbolique. Mais comme je m'en rends compte... Vous avez comme moi d'ailleurs, parce que moi en tant que fils d'enseignant, j'ai hérité d'un certain capital symbolique dont j'ai bénéficié pour mes études, etc. Mais comme je m'en rends compte, moi je suis prête à le partager ça. Je suis prête à ce que les gens viennent dans les écoles. Je suis prête à ce qu'il y ait du busing pour qu'on puisse prendre des gens d'un quartier pour les mettre dans des quartiers plus favorisés. Donc ma nuance, si vous voulez, elle n'empêche pas non plus le monde d'avancer. François Bégodeau. J'ai bien peur que les faits montrent que le monde n'avance pas beaucoup. En tout cas, la cause de l'égalité n'avance pas beaucoup. Donc, malgré votre bonne volonté, je constate quand même qu'il y a quand même un creusement des inégalités dans notre pays et je dirais dans tout le monde occidental en général. Donc la seule réponse, c'est la révolution. Ah, je n'ai pas dit ça. Vous ne trouverez à aucun moment le mot révolution n'est pas dans le livre. Je ne suis pas révolutionnaire. Je suis assez dubitatif sur le fait qu'une révolution puisse produire autre chose qu'une autre violence. Donc non, c'est pas du tout ce que je dis. En revanche, oui, je suis pour une certaine pensée radicale et je tiens même dans le livre qu'il n'y a pour moi de pensée que radicale. Alors sur la nuance précisément. C'est un peu insupportable, si vous voulez, d'entendre à longueur de débats, de plateaux télé, de plateaux radio, que le camp de la radicalité serait sans nuance. Alors que être centriste, par exemple, ça serait tout simplement avoir une opinion plus nuancée, faire la part des choses. En même temps. En gros, ne pas être un bourrin, quoi. C'est-à-dire, en gros, les radicaux seraient des bourrins et les centristes seraient des gens subtils et raffinés qui sauraient faire la part des choses, peser le pour et le contre. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les centristes sont des radicaux du centrisme. Je pense que il y a d'ailleurs une très belle expression d'un philosophe très recommandable qui s'appelle Alain Denoux, qui parle d'extrême centre. Oui, l'extrême centre. Les centristes sont des extrémistes du centre. Et par exemple, quand il s'agit d'aller condamner le camp radical, le camp plus à gauche par exemple, ou le camp d'extrême droite. Vous appelez les extrêmes en un mot avec un Z. D'un seul coup, il n'y a plus aucune nuance là. Vous avez, je cite quelqu'un que j'avais vu, que je connais, qui est une connaissance dans le milieu un peu journalistique, et que j'avais vu, qui lui appelle toujours à la nuance. Hein. Il m'a souvent dit dans nos débats que j'étais pas assez nuancé. Et je l'avais vu traiter d'ordure Mélenchon, au moment où Mélenchon n'avait pas appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour. Et je lui avais dit, c'est bizarre, d'un seul coup, tu perds toute nuance. Et on voit bien d'ailleurs depuis 2 mois à quel point ce pouvoir, qui pourrait être un pouvoir comme ça de bon humanisme bourgeois, hein, le pouvoir macronien, c'est ça, c'est l'humanisme bourgeois, et en même temps, et de gauche et de droite, modération, pondération, pacification, on voit qu'en fait, cette bourgeoisie, dès qu'elle est apeurée, elle n'est plus du tout nuancée. Quand il s'agit d'envoyer la troupe, elle n'est plus du tout nuancée. Et vous dites que la lutte des classes existe toujours et on oublie qu'en fait, en tout cas, il y a un des 2 camps dans la lutte des classes qui n'a pas abandonné.
Tout à fait. Il y a cette fameuse phrase du milliardaire Warren Buffett qui est absolument géniale, qui est la phrase qui sert le mieux, disons, l'hypothèse marxiste. Il a dit: la lutte des classes existe et nous l'avons gagnée. Parce que la lutte des classes, effectivement, on a tendance à oublier. On pense toujours que la lutte des classes, c'est quand le peuple descend dans la rue pour se battre, hein, pour mener une lutte contre la classe dominante. Mais non. Plus structurellement et plus régulièrement, la lutte des classes, c'est la lutte de la classe dominante pour préserver ses intérêts. Et c'est une lutte permanente, hein, c'est-à-dire que les dominants sont extrêmement attentifs à la façon et à la stratégie avec laquelle ils pourraient défendre leurs intérêts, qui est quand même leur passion première, c'est leur passion exclusive. Quand vous possédez quelque chose, alors vous pensez à peu près toute la journée à comment le garder. Mais vous-même vous dites, hein, mon compte en banque et mon patrimoine dessinent un cadre bourgeois qui devrait m'assigner à un cadre de pensée bourgeois. Et ce n'est pas le cas, parce que finalement, vous êtes de la classe supérieure avec votre talent et ce qui a fait vos succès aussi. Mon talent, ça je sais pas, mais en tout cas, je fais partie des gens qui ont un patrimoine. Je veux dire, je suis propriétaire à Paris, ce qui est quand même un immense privilège, hein, par les temps qui courent, comme on sait. Benjamin Griveaux, par exemple, ne l'est pas. Donc, tout à fait. Donc, je peux dominer socialement Benjamin Griveaux, ce qui est vraiment une fierté pour moi. Pour ça. Mais donc, je suis un cas. Je suis un cas pour un... Je suis un drôle de zig, y compris à mes propres yeux. Pourquoi? Parce que mon idée, qui est une idée qui date du 19e et qui est une idée qui se vérifie, hélas, presque toujours, c'est qu'on pense toujours depuis sa classe. C'est-à-dire qu'en gros, l'opinion qu'on a, c'est souvent une projection des intérêts de sa propre classe. En tout cas, c'est absolument vrai de la bourgeoisie. La bourgeoisie a toujours un système d'opinion qui est tout à fait adossé chez les autres à la aussi, préservation des privilèges. Et le pauvre est persuadé que le salaud de riche doit toujours payer pour lui. Absolument. Et voilà, moi, je viens d'un milieu de fonctionnaires profs. Évidemment que nous étions à gauche. Voilà, c'était une projection. Nos opinions étaient déterminées par notre situation sociale. L'anomalie arrive quand moi, je constate qu'effectivement, j'ai accédé à un patrimoine bourgeois par mes études, mes machins et la loterie culturelle. Il faut le dire comme ça quand même, parce que la distribution de l'argent dans le milieu de la culture est quand même tout à fait aléatoire. Donc, bon, voilà, j'ai gagné au loto. Et donc j'ai accédé gagné à Cannes, hein, je traduis pour les gens qui sont mais pas par au exemple, courant, oui, où on vend des livres, des machins, bon, des livres, au théâtre. entre les murs, oui. Ouais. Or, mon système d'opinion n'a pas évolué. C'est-à-dire que je ne pense pas en tant que bourgeois. Alors je suis une anomalie, alors j'appelle ça ma perversité dans le livre. Je fais une espèce d'auto-analyse pour dire je suis un mec bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, fait. est-ce que c'est pas du snobisme aussi finalement, parce que c'est toujours confortable de vivre comme un bourgeois et de défendre ce que vous défendez. Tout à fait. Finalement, parce que ça vous met pas en danger non plus. Je réponds à cette objection dans le livre. Je crois que c'est prendre, si je peux me permettre, les choses par le petit bout de la lorgnette. D'abord, je pourrais vous répondre, si c'est si confortable de pensée radicale alors qu'on est bourgeois, pourquoi tous les bourgeois ne le font pas? Si c'est si confortable, si c'est si super et si ça vous rend tellement séduisant d'avoir des propos de gauche radicale alors que vous êtes un bourgeois, pourquoi tous les bourgeois ne le font pas? Pourquoi je suis une exception d'une certaine manière? Parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça, parce qu'ils assument ce qu'ils sont. Ah d'accord, ouais, ils assument ce qu'ils sont. C'est très bien, ils assument ce qu'ils sont. J'aimerais qu'ils l'assument encore plus d'ailleurs et qu'ils avouent qu'ils font partie d'une classe dominante. C'est ce qu'ils font très très peu. Hein. C'est très rare qu'un bourgeois se reconnaisse comme tel. Vous restez avec nous, François Bégodeau, celui du Grand Oral des GG dans un instant. Le livre s'appelle Histoire de ta bêtise. C'est aux éditions Pauvert. Question de Johnny Blanc, Sylvain Grandserre, Marianne. On parlera des Gilets jaunes, bien sûr, avec vous. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocate Marianne Soubré, l'instituteur Sylvain Grandserre, Johnny Blanc, chef d'entreprise fromager dans les Deux-Sèvres et dans le Grand Oral des GG. Nous sommes avec l'essayiste, le romancier, le réalisateur aussi, François Bégodeau. Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert, monsieur Johnny Blanc. Alors moi, j'aimerais avoir le droit d'avoir une autre lecture de la société que la vôtre. Parce que quand vous me dites qu'on n'a jamais travaillé autant pour gagner aussi peu, c'est une chose qui est totalement fausse. Quand vous dites qu'on vit dans un monde libéral, alors je sais pas si un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires, c'est si libéral que ça. Et quand vous dites que le capital, c'est une catastrophe, je ne connais pas vraiment d'autres systèmes. Ou alors dites-moi dans quel pays ça a fonctionné, où on a vraiment une alternative à ça. Moi, Pardon, la redistribution, c'est pas les fonctionnaires. Hein. Non, ça englobe toute la redistribution. Non, mais dans un pays qui consacre 57% de son PIB à payer ses fonctionnaires, peut pas être taxé de libéral. Au sens du terme, veut dire où, voilà, je suis désolé. Alors, sur un autre modèle qui pourrait exister, mais qui marcherait mieux que le capitalisme. Bon, déjà, je constate qu'il n'y a pas énormément d'arguments très divers venant du camp libéral, puisque ça fait 2 fois déjà en 10 minutes qu'on me dit exactement ça. Bon, alors je vais répondre.
Je veux dire, il faut étudier quelle est la tendance des choses. Quel est le mouvement tendanciel de notre société. Le mouvement tendanciel de notre société est factuellement, et on en a la chronique tous les jours, et vous êtes aussi bien informés que moi, sinon plus, d'une marchandisation générale du champ public. Alors, renseignez-vous. Hein, on a vendu les autoroutes, vous le savez bien, depuis une vingtaine d'années. On est en train de vendre tout un pan comme ça du patrimoine public. Moi, je suis du côté du commun. Je suis du côté du public. Parce que je considère que ce qui appartient à tous, c'est la richesse du pauvre. C'est ça. Donc, c'est pas que forcément vous vrai, accompagnez... La question qui nous est posée politiquement actuellement, c'est pas de ressasser qu'on est un pays redistributeur, etc. Blablabla. Encore une fois, système qui a été octroyé par les forces dont je viens. Hein, c'est les forces de gauche qui ont arraché ce système-là. Non, c'est aussi le gaullisme. Non. C'est ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Renseignez-vous mieux. Non, mais il faut faire de l'histoire. Il faut faire de l'histoire. C'est pas le gaullisme. C'est le gaullisme qui octroie au Parti communiste, qui à ce moment-là est fort parce qu'il bénéficie d'une aura post-résistante, etc., et qui a un mouvement fort parce qu'il y a un mouvement ouvrier fort. Et De Gaulle sait bien qu'il faut s'accommoder un petit peu avec le PC, donc il lui laisse la configuration qu'on connaît maintenant de l'État social français. Mais quand vous dites non, mais c'est une première chose. Il y avait une question sur je termine. Oui. La tendance, c'est ça. Donc la question politique qui nous est posée à tous, c'est est-ce que nous accompagnons ce mouvement de marchandisation générale qui finira, comme disait Marx, par déglinguer tout, y compris d'ailleurs notre propre espace vivant? Ou est-ce qu'on essaie de le freiner? Est-ce qu'on essaie d'y opposer une résistance? Choisis ton camp, camarade. Non, mais ça c'est facile. Pour proposer quoi à la place? Parce que c'est toujours facile de critiquer le système en place, mais c'est quoi l'autre système? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Tout ce qui tendanciellement... en tout cas, ce qui a été essayé auparavant n'a pas fonctionné, ça c'est mal fini. J'ai pas très envie d'avoir ici, avec tout le plaisir que j'ai à être parmi vous, les débats que j'avais en 5e, pardon, hein, mais parce que j'étais dans un collège bourgeois du centre-ville nantais, je le raconte d'ailleurs dans le bouquin, parce que je fais beaucoup d'autobiographie dans le bouquin, pour essayer de comprendre la généalogie de ma pensée. Et bon, j'avais affaire déjà aux bourgeois à l'époque. Et alors eux, ils étaient évidemment des porte-voix de leurs propres parents. Donc ils étaient tout à fait allégeants au système libéral dans lequel nous étions déjà. Et puis moi, j'étais un petit communiste comme ça, agité. Mon idole, c'était Lénine, c'était Bakounine, c'était Geronimo, c'était Che Guevara. Ça, vous n'avez jamais regretté d'avoir comme idole On s'engueulait dans la cour et notre niveau n'était pas énorme parce que tout ce qu'il trouvait à me dire, c'était « Ah bon, tu trouves que l'URSS, c'est super ?» Mais moi, je m'en foutais de l'URSS. Et d'ailleurs, les premiers grands critiques du socialisme réel, que ce soit dans les pays de l'Est ou en Chine, ont été les anarchistes, les marxistes, etc. Donc ne revenons pas à ces vieilles lunes qui sont pas intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est de voir... Le Venezuela, parce que vous étiez votre ami Juan Branco, nous a vendu souvent avec d'autres comme Jean-Luc Mélenchon. Le Venezuela, malheureusement, on voit aujourd'hui le drame que vit ce pays. C'est-à-dire que, effectivement, Johnny a raison, le système est très critiquable. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais vous n'allez pas jusqu'à nous proposer autre chose en fait. On est Vous n'êtes que dans la résistance. On est reparti. Nous sommes donc. Mais ça vous arrange pas. Ça nous arrange pas parce que vous n'avez pas de réponse à apporter. C'est une posture, votre position, mais c'est tout. Mais ça fait avancer le schmilblick en quoi? Chers amis, puis-je répondre? Ah oui. Je dis on est reparti au sens où, mars 2017, Mélenchon monte dans les sondages. La bourgeoisie prend peur, ou en tout cas les défenseurs de l'ordre en place, ceux qui globalement pensent que globalement, l'ordre en place est pas mauvais, qu'il a des bonnes bases et qu'après, il faut l'ajuster. Comme me disait un ami récemment, oui, il faut corriger les dérives du libéralisme. Comme si c'était des dérives du libéralisme que nous connaissons. Ce que nous connaissons, c'est le libéralisme. La dérive est contenue dans le principe même. Mais les gardiens de l'ordre en place sortent donc la carte Bolivar. La carte Bolivar, nous sommes en mars 2017 pour disqualifier Mélenchon, etc. Vous croyez que moi, 1 an et demi après, et après avoir écrit ce livre, pour dire à quel point cette manœuvre de propagande avait été lamentable, je vais entrer avec vous maintenant dans un débat sur Bolivar et le Venezuela, que ni vous ni moi ne sommes à même de mener d'ailleurs, parce que nous ne sommes absolument pas documentés sur la question. Donc on va plutôt revenir à des choses qu'on connaît. C'est facile d'évacuer le débat, effectivement. Moi, c'est un débat gênant pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois aux luttes sociales. Vous me demandez, moi, je ne vais pas vous proposer un contre-modèle de société. D'abord, c'est pas à François Bégodeau de l'inventer le contre-modèle de société, c'est aux gens, c'est aux mouvements sociaux, c'est aux mouvements insurrectionnels d'inventer une société. C'est pas moi, je suis pas un intellectuel surplombant qui va expliquer aux gens dans quelle société il faut vivre. En revanche, choisis ton camp, camarade bis. Il y a, je crois, aux mouvements sociaux, je crois aux mouvements d'insurrection, je crois à la pression que peuvent faire les classes inférieures sur les classes supérieures. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement social qui essaie de changer la donne et de perturber un peu l'impunité des classes dominantes, alors je l'accompagne et je suis de son côté. Vous accompagnez les Gilets jaunes ? Évidemment, donc.
puisque c'est l'émanation des classes inférieures et des classes populaires, classe moyenne paupérisée. Donc évidemment que je suis absolument... D'ailleurs, ce mouvement est très intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est comment elle se soucie du réel, comment elle est réaliste. C'est pour ça que les débats sur le Venezuela, bon, on est tellement loin, quoi. Non, comment elle est réaliste et comment elle fait advenir du réel. Le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas dans sa première partie, quand les journalistes étaient plutôt favorables et que donc relayaient très très bien la parole, et donc il y a eu énormément de reportages dans les journaux de presse écrite, chez vous, sur quelle était la condition de ces gens-là. Ça, c'était hyper intéressant, parce que là, on a eu une giclée de réel, si vous voulez. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on voyait, tiens, une femme obligée de travailler à temps partiel et qui donc en arrivait à 800 € par mois. On voyait telle autre situation. Bon, après, les choses se sont envenimées. La bourgeoisie a pris père, et donc les reportages ont plutôt concerné les violences faites aux policiers, les pauvres. Mais un mouvement social, c'est bien parce que ça permet de faire advenir du réel. Mais c'est-à-dire que les violences, il ne faut pas en parler, des violences. Si, parlez-en autant que vous voulez, mais que ça occupe 80% de la place, c'est un peu dommage. Précisément, les Gilets jaunes étaient quand même soutenus par le grand bourgeois Wauquiez, la grande bourgeoise Le Pen aussi. Enfin, vous savez, le grand bourgeois Mélenchon. C'était au moment où les gens de droite, comme Wauquiez, pensaient que ça allait être le mouvement des petits blancs périphériques, et donc ça allait faire advenir... Mais ça l'a été aussi. Ça allait faire advenir la question migratoire, bien sûr, parce que c'est ça qui intéresse Wauquiez dans la classe blanche périphérique, c'est que du coup, ça fait monter la question de l'immigration, et donc lui peut surfer là-dessus. Grosse déception de Laurent Wauquiez et compagnie. Les Gilets jaunes s'exprimaient partout, à la télé, à la radio, du rond-point, et la question de l'immigration n'apparaissait pas. Mais vous n'apparaissait pas. Ou alors non, mais il y a eu des slogans, il y a eu quelques slogans. Et donc, du coup, il mettait au centre la question sociale. Donc, à ce titre-là, tout ce qui met au centre la question sociale est bon à prendre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il a évolué, simplement avec un regard factuel qui est le vôtre, est-ce qu'il vous intéresse toujours ou pas? L'écume des choses, c'est les petites violences de ce mouvement, ces petits dérapages homophobes, etc. Ça, c'est l'écume des choses. On peut décider, dans son quotidien, de s'en tenir à l'écume des choses. Pour ce qui me concerne, j'essaie de rester à la quintessence des choses. La quintessence de ce mouvement, c'est la situation sociale des gens qui activent ce mouvement. Qu'il y en ait un à un rond-point qui a un propos homophobe ne changera rien à la tendance lourde de ce mouvement qui est ce que ça a fait advenir comme situation sociale des classes moyennes. Au départ, c'est quand même un mouvement antifiscal. C'est-à-dire, c'est une révolte, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire de la France, c'est des jacqueries fiscales. C'est une jacquerie fiscale au départ, les Gilets jaunes. C'est le ras-le-bol de la taxe supplémentaire sur le carburant, au moment d'ailleurs où le prix de l'essence avait augmenté, depuis la baissé. C'est aussi sans doute le ras-le-bol lié aux 80 km/h, foutez-nous la paix. On est assez loin quand même de ce que vous nous dénoncez. Et moi je trouve que ça ressemble plus à des mouvements populistes style ce mouvement qui a mis Donald Trump au pouvoir, effectivement de cette classe moyenne plutôt blanche qui a l'impression finalement d'être méprisée, d'être traitée de beauf, d'être accablée de pression fiscale, etc., de travailler et de voir qu'à côté des gens qui ne travaillent pas finalement peuvent toucher à peu près la même chose. C'est ça qu'on a entendu sur les ronds-points. On est assez loin quand même de votre analyse. Mais c'est pas une analyse marxiste. Mais non, on est plutôt dans un populisme et qui est plutôt, on va dire, penche plutôt à droite et qui va porter au pouvoir des Donald Trump ou des Marine Le Pen. Question, qu'est-ce que le populisme? C'est une très bonne question. Vous utilisez le mot 56 fois par jour, il serait temps d'en donner une définition. Oui, le populisme, c'est ce qu'on vit C'est un courant littéraire au départ. Ah non, c'est pas une définition. C'était un courant littéraire au départ, le populisme. Qui décrivait la situation. Vous appelez populisme dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif. Pour moi, je veux bien essayer de répondre. Le populisme, pour moi, c'est quand on fait entendre aux gens ce qu'on a besoin de leur faire entendre pour les manipuler d'où on est en tant que dominant, et en leur faisant croire qu'on est de leur côté. Donc pour moi, Mélenchon est populiste, Wauquiez est populiste, Le Pen est populiste. Je veux bien garder juste la parole. Ayant passé un petit peu de temps avec vous, François, je veux bien vous dire un petit mot après. Absolument. Monsieur dit que c'est un mouvement populiste. D'accord ? Petit A. Ce mouvement est sans leader. Petit B, vous prenez la parole pour définir ce que c'est que le populisme, et là vous dites en fait ce que serait une attitude d'un dirigeant ou d'un leader politique qui serait donc un démagogue. C'est ça que vous venez de dire. Un leader populiste, c'est quelqu'un qui flatterait les gens dans le sens du poil et parfois dans le sens de leurs affects négatifs. Voilà. Or c'est un mouvement qui n'a pas de leader, en tout cas pas de leader officiel au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens où Mélenchon serait le leader de la France Insoumise. Donc j'ai envie de vous dire, discutez entre vous. Vous n'utilisez pas du tout le mot populiste. Donc le mot populiste, et je le dis dans le livre pendant que ça, j'essaie de le déconstruire, c'est un mot qui n'a aucun contenu. Donc revenons au fait sur ce mouvement.
C'est vous qui voulez absolument idéologiser tout. Moi, je m'en fous que le mouvement des Gilets jaunes soit marxiste. J'en ai rien à foutre. Je suis pas le délégué testamentaire de Karl Marx et de ses œuvres. Non, mais vous voulez appliquer votre grille de lecture à ce mouvement qui... Je n'applique aucune grille de lecture. Qu'est-ce que je vous ai dit du mouvement? J'ai dit que ça avait fait émerger du réel. C'est pas une grille de lecture, ça. Sylvain. C'est en soi et son intérêt. Alors quand on est enseignant comme moi, François Bégodeau, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, puisqu'on a été collègues, et je suis venu vous saluer tout à l'heure pour ça. Il se trouve qu'on a quelques points communs dont on n'est pas toujours fier, la bière, la musique punk. Mais moi j'en suis fier. Bon, la bière, c'est plus facile à continuer que la musique punk. Mais pourquoi? Le foot et l'éducation. Bah, donc on est tout. Ouais, la bière, j'ai continué. Le punk, j'ai un petit peu continué. Le foot, je suis ça de loin. L'éducation, j'ai continué. Non, je vais vous embêter sur un truc, c'est qu'en fait, de ce que j'ai lu du livre, vous êtes presque trop fort, vous êtes presque trop bon. C'est-à-dire que à la lecture du livre, j'ai presque un sentiment d'étouffement. Je vais vous dire, j'ai déjà ressenti ça une fois. C'est en lisant Michel Onfray à propos de Freud et du freudisme et de la psychanalyse. C'est que c'était tellement balèze. C'est un bulldozer qui arrive à une telle vitesse, avec tellement d'arguments, de percussions, qui finit par tout écrabouiller. Et du coup, moi, au bout d'un moment, j'étouffe et je me dis, mais j'ai hâte en fait qu'il y ait la réponse à votre livre. C'est pas très poli de dire ça à un auteur, mais franchement, j'ai hâte que quelqu'un vous réponde parce que c'est tellement homogène, c'est tellement global. En plus, vous êtes super balèze, vous arrivez à nuancer, vous arrivez à vous autocritiquer, vous arrivez à donner le prix de votre appartement. Vous répondez pratiquement à tout et vous donnez même la parole à vos adversaires, mais c'est vous qui écrivez à leur place. C'est pas grave, le procédé est tout à fait acceptable. Donc moi, j'aimerais savoir de qui vous attendez une réponse. Ce tu à qui vous parlez, il est multiforme. Parfois, c'est un présentateur télé, parfois, c'est un ami, parfois, c'est des gens que vous avez côtoyés. Mais vous attendez une réponse de qui, concrètement? Si la sphère intellectuelle est encore en bon état dans ce pays, bah, il devrait y avoir une réponse, et je l'attends. Une réponse intellectuelle. Une réponse écrite, pas une réponse par tweet comme BHL. Non. Ou un BHL qui est censément un philosophe et un intellectuel et qui fait des tweets. Bon, non, un intellectuel qui donc fait le travail d'écrire, de faire des phrases. J'espère qu'il y aura ça. Moi, ce que j'attends. Et vous avez des noms, pardon, à part BHL, par exemple, il y a des gens. Il y a tout un tas de gens susceptibles. On peut pas écrire une telle lettre qui pour moi est une lettre de rupture. On est parfois très proche de. Alors vous n'êtes pas dans l'affect, mais on est quand même pas loin d'une forme de rupture, pas amoureuse, mais c'est quand même une lettre de rupture entre le milieu dans lequel vous évoluez et vos convictions hyper bien défendues et fortes, quoi. Oui, en fait, si vous voulez, en fait, je pourrais dire que ce livre est le produit des 10 années où j'ai foutu un pied seulement, dans ce que je pourrais appeler le champ culturel. Le monde culturel, le monde un peu audiovisuel par moment, mais culturel. Le culturel, ça va d'une librairie en province à l'émission que je suis en train de faire actuellement. Et donc, moi, j'avais perdu de vue la bourgeoisie pendant mes années 90 parce que je faisais du punk rock, justement. C'est pas exactement une musique écoutée par les bourgeois, jouée par les bourgeois. J'ai plutôt zoné dans la France post-industrielle à ce moment-là. Et puis, j'ai retrouvé la bourgeoisie que j'avais quittée depuis le lycée en débarquant dans le champ culturel. Et j'y ai passé 10 ans, j'ai observé les choses, et ce livre en est le témoignage. Et ce qui m'a frappé dans ce milieu, c'est à quel point il est très largement investi par la bourgeoisie, par des gens issus de la bourgeoisie ou devenus bourgeois s'y activant, et qui se nient comme tel. Et c'est ça qui est tout à fait exaspérant. C'est la négation qui veut dire. Vous préférez un adversaire clairement affiché, et d'où parfois des passages qui pourraient paraître ambigus vis-à-vis de Marine Le Pen, plutôt que des gens qui sont dans la bien-pensance. Moi, j'ai quelques amis bourgeois d'ailleurs, comme certains des fois disent j'ai un ami noir. Moi, j'ai un ami bourgeois. Non, j'ai même des. Et le minimum que je leur demande, c'est pas du tout de changer de mode de vie, etc. J'ai pas l'âme d'un dogmatique, mais qui se reconnaissent comme tels. Parce que ce qui est infernal avec la bourgeoisie, c'est à quel point elle nie qu'il y ait des classes. Alors quand on lui parle, moi j'ai voulu réhabiliter le mot bourgeois, par exemple. Vous parliez de bobo, je voulais en finir avec ce mot bobo parce qu'il a recouvert la notion de bourgeoisie que je trouve toujours pertinente. Au bout du compte, l'idée majeure de ce livre, l'idée forte, je crois, c'est de redonner crédit et consistance à la notion de bourgeoisie. Si je vous donne un adversaire, Onfray ou Zemmour, vous voulez débattre avec qui? J'ai pas très envie de débattre ni avec l'un ni avec l'autre parce que non, je trouve que ce sont pas exactement des intellectuels très consistants. C'est pas des gens qui travaillent rigoureusement. Ils sont pas rigoureux. Donc voilà. Mais il n'y a pas que le débat dans la vie. Moi, je préfère lire les intellectuels que de débattre avec eux. Vous savez. Après, je le dis dans le livre, un type comme Éric Zemmour, si vous voulez, bon, je pense qu'à peu près tout nous oppose sur plein de questions, mais je le trouve parfaitement centré sur lui-même, centré, je veux dire sur ses idées, pas au sens narcissique. Je le trouve très transparent et très lucide sur ses propres, ses propres déterminations philosophiques. Donc j'aime bien l'écouter. Et puis par ailleurs, il pense parfois par classe sociale.
Il est quand même, effectivement, je l'ai entendu dire souvent à propos de l'épisode Macron que c'était la réconciliation des deux bourgeoisies, la bourgeoisie de gauche et la bourgeoisie de droite. Accord total. Bon, le problème, c'est que Zemmour est marxiste pendant 2 secondes et puis après, il devient identitaire, réactionnaire, nationaliste. Bon, et alors là, évidemment, notre histoire d'amour finie. Merci François Bégodeau. Histoire de ta bêtise aux éditions Pauvert. Vous permettez un échange de bons procédés? Je vous offre le livre des GG. Ah, mais avec plaisir. À vous qui aimez bien la sociologie, il y en a. Avec tous les portraits des grandes gueules, leur parcours de vie, d'où ils viennent, ce qui les a fait. Vous verrez que tous les milieux sont représentés. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le lire et après je l'offre à ma mère qui est fan de vous. Merci, merci François. Merci François Bégodeau.